Bonsoir tout le monde, bienvenue, je vais procéder à l'appel. Donc Guérin Yannick présent, Gabriel Germain, Coralie Morvan, Albert Marel, Cathy Michelot, Grégory Adenbach, Alexandra Edessaïm, Fabienne Casolaro, Michel Fratt a donné procuration à Gabriel Germain, Béatrice Belmont, Frédéric Legescarde, Natacha Arnaud, Bruno Rousseau a donné procuration à Coralie Morvan, Fabrice Matot a donné procuration à Albert Marel, Nathalie Lepori, Stéphanie Gendron, Lydie Chambeux a donné procuration à Frédéric Legescarde, Cédric Perru a donné procuration à Stéphanie Gendron, Ludovic Laforêt, Éric Poirier, présent. Céline Matonnet, Didier Debarge. Bon, Monsieur Debarge n'est pas là, il n'a pas donné procuration. C'est ça, non. Ok. Philippe Chabanon, présent. Valérie Maire a donné procuration à Monsieur Chabanon. Fernand Bénard. Absent. Excusez-moi. D'accord, donc il n'y a pas de procuration. Ok. Laurine Closon a donné procuration à Éric Poirier. Anne Pevrel a donné procuration à Philippe Chabanon. Christiane Hardy. Présent. Christophe Ollier. Présent. Merci. Donc on va nommer un secrétaire de séance ou une secrétaire de séance. Je propose Natacha Arnaud. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité pour Natacha Arnaud. On va mettre à l'approbation de l'Assemblée délibérante le compte-rendu du précédent conseil municipal qui s'est réuni le 28 septembre 2021, qui a été transmis avec la convocation du présent conseil municipal. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Nous passons au rapport numéro 1 qui concerne le choix du délégataire pour la gestion du service public de l'enfance, du périscolaire et de la jeunesse. Rapporteur, Madame Catherine Michelot-Varenne, adjointe déléguée à la vie scolaire, enfance et petite enfance. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons donc simplifier par un PowerPoint. Ça sera un peu plus facile. C'est moi, mais oui, puisque monsieur... Vas-y. C'est bon? Attends, j'attends Agnès. J'ai besoin d'Agnès et de ses petites mains. Alors, on va parler sur 3 thèmes, le contexte, la procédure et le calendrier et la suite de cette délégation de service public. Alors, le contexte, c'est un contexte, alors au niveau juridique, c'est une procédure qui est tout à fait simplifiée, c'est une délégation donc, de service public, c'est-à-dire c'est une gestion d'un service public qui est confiée à un délégataire, dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l'exploitation du service. Vous avez les articles juste en dessous. C'est une concession d'un montant qui est inférieur à un seuil européen qui est de 5 225 000 € hors taxe sur toute la durée de la convention. On peut l'utiliser aussi pour une commune, on est moins de 10 000 habitants. Et l'Assemblée délibérante se prononce sur le principe de la DSP, au vu du rapport présentant les caractéristiques des prestations qui doit assurer le délégataire. C'était le conseil municipal du 24 mars 2021 où nous avions déjà vu une partie. Concernant Velo, on a fait ces 8 mois de procédure, de fin mars jusqu'à fin novembre. C'est une deuxième DSP, après celle de 2019 et de 2020, où avant on avait l'association EVA qui gérait ce qu'on appelle le périscolaire et les vacances. On a des lieux de vie communs, on a 2 groupes scolaires, on a 4 écoles, 2 réfectoires et 2 dortoirs. C'est du personnel public qui est mis aussi à disposition du délégataire. On a les ATSEM,
ils ont leur personnel, plus on leur met des ATSEM à disposition. Alors, comment ça s'est passé? On a eu donc des candidatures. Le 26 avril, on a fait un envoi de l'avis d'appel public à la concurrence. Il y a eu une date limite, le 28 mai 2021. Le 9 juin, on a fait la première réunion de la commission de la DSP pour l'ouverture des plis. On a eu 3 candidatures, l'IFAC, l'EC, Grand Sud et Odel. Le 28 juin, on a envoyé le règlement de la consultation et du cahier des charges aux 3 candidats qui ont été retenus. Ils ont eu jusqu'au 30 juillet 2021 à midi pour y répondre. Le 7 juillet, on leur a proposé une visite qui n'était pas obligatoire des lieux et des locaux. Le LEC et les facs étaient présentes, l'ODEL se sont excusés. Août et septembre, on a analysé les offres selon 2 critères. 60% pour la valeur technique, 40% pour la valeur financière. Alors je dis on, ce sont les 2 agents techniques qui ont analysé ces offres. Et un rapport d'analyse des offres présente l'ensemble des sous-critères d'évaluation. 1er octobre, à la suite de cela, on a fait un envoi de questions individualisées aux 3 candidats. Parce qu'on a encore, on s'est posé plein de petites questions, ils ne répondaient pas à tout, donc on a redemandé aux 3 candidats d'y répondre. Ils ont répondu le 14 octobre et on les a auditionnés le 21 octobre, nous expliquant leurs réponses. Donc, suite à ces réponses qui ont été apportées, on leur a offert la possibilité de représenter une dernière offre qui a été effectivement faite avant le 3 novembre. Et en novembre, il y a eu l'analyse de ces 3 offres finales et la préparation du rapport d'analyse. On a eu une autre commission de la DSP de l'analyse des offres pour avis le 15 novembre. Et ça a été le choix du délégataire par l'autorité habilitée à signer la convention qui est Monsieur le maire. Et ce soir, en fait, le 10 décembre, donc on saisit la saisine de l'Assemblée délibérante. Elle doit se prononcer sur le choix du délégataire et autoriser Monsieur le maire à signer le marché DSP 2022-2024, enfance, périscolaire, jeunesse. Et en décembre, la signature de cette convention avec l'attributaire. Alors nous avons, Monsieur le maire, je te laisse peut-être la parole, pour le LEC Grand Sud. Oui, tout à fait. Bon, ben, de toute façon, comme vous l'a dit Cathy Michelot, il y a un travail qui a été fait de la part des services et de notre chef de pôle, qui est quand même celui qui travaille au plus près de ce délégataire, avec qui on a déjà travaillé, donc on travaille depuis un petit moment aujourd'hui. Le choix s'est fait après avoir étudié, après quand même beaucoup de discussions, parce qu'il y avait des choses qui allaient, mais il y avait aussi des choses qui n'allaient pas. Il y a des choses qui nous ont été remontées, notamment en conseil municipal parfois, où on a eu des objections qu'on a su entendre et retenir de la part de l'opposition sur certains points qui pouvaient être améliorés. Ces discussions ont été entamées avec les représentants du LEC. Ils nous ont eux-mêmes proposé des évolutions en termes d'activité, en termes de plein de choses. Et c'est vrai qu'au vu au vu de ces renégociations, on s'est aperçu que voilà, ils nous proposaient quelque chose qui avait beaucoup évolué par rapport à la première délégation qu'ils avaient obtenue. Il y a quelque chose qui est très important pour nous aussi, c'est de se dire que c'est quand même une délégation qui nous ont accompagnés sur une période Covid très très compliquée. Et c'est un euphémisme presque, parce qu'ils nous ont permis de pouvoir renégocier des prestations non faites, et ils nous ont permis d'économiser aussi pas mal d'argent sur une période donnée. J'ai pas les sommes en tête, mais je crois qu'on est pas loin des 200 000 euros en termes d'économie. Vous me direz peut-être plus les choses plus précisément. Donc ça veut dire que c'est tout de même une association, une boîte qui a joué le jeu, quoi, vraiment, qui a su faire des efforts, être au plus près de nous pendant cette période très compliquée. Pour nous, il nous apparaissait il nous apparaissait évident qu'il fallait quand même
qu'on tienne compte de ça, voilà, qu'on tienne compte du fait qu'ils nous proposent des évolutions et qui tiennent compte eux-mêmes des critiques qu'on avait aussi à émettre. Et que par rapport à tout ça, dans une période qui est très compliquée, je pense qu'il faut qu'on mise nous sur une stabilité. Le fait de leur faire confiance en sachant que c'est un contrat qui va se faire, je crois, sur 3 ans, si je dis pas de bêtises, et donc qui va nous permettre assez rapidement de vérifier si justement ce qu'ils nous proposent sera vraiment réalisé, puisque 3 ans ça passe très vite, et que si tel n'était pas le cas, on pourrait revenir en arrière et choisir autre chose. Mais le parti pris, c'était sur une période très incertaine, d'essayer de miser sur quelque chose de calme, de serein, et d'attendre de passer cette épreuve avec des gens avec qui on a déjà une relation de confiance, en ayant largement le temps de vérifier que ce qu'ils nous promettent et ce qu'ils nous annoncent sera tenu dans les 3 ans qui viennent. C'est justement le 3e point où on va être très vigilant. Alors, on repart sur un nouveau cahier de charges technique et administrative où là on a mis des pénalités. C'est-à-dire que vraiment s'ils ne suivent pas ce que l'on a émis, ils seront punis. Ouais, repiqués. Non, ça va. On les suivra de très près par des réunions régulières et un bilan annuel. Vraiment, voilà, on va aussi être un peu derrière eux, un peu plus qu'on avait été présents les 3 précédentes années. Non, on l'avait été. On l'était déjà. Oui, on l'était, mais encore Peut-être pas alors. Voilà. Pardon ? Peut-être pas assez. Si vous êtes obligé de mettre en fait, c'était un une nouveau première cahier de charges, des pénalités, c'est que quelque part, dans ce qui a été évoqué en conseil municipal, il y avait des vérités. C'est ce que je vous ai dit d'ailleurs. On a su entendre les choses qui nous étaient dites et on a tenu à s'assurer que les choses évolueraient dans le bon sens. Voilà, donc encore une fois, comme je vous l'ai dit, on veillera à ce que ce soit fait. Mais on tient à préserver une espèce de continuité dans une période qui est très incertaine, avec des gens qui ont aussi, malgré certains points améliorés, ont été quand même très à l'écoute quand il a fallu gérer la période Covid qui n'est malheureusement pas terminée, et aussi renégocier au niveau financier des prestations non rendues. Je rappelle quand même qu'il y a quand même beaucoup de communes qui aujourd'hui qui ont dû payer des prestations non rendues, et que nous on a réussi à le négocier. Alors, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir retenir quand on est en période de renégociation. Et le dernier point qui est quand même assez important, parce que c'était un point qui me tenait à cœur, c'est qu'il va y avoir le développement du service jeunesse. Et là vraiment ils nous ont amené quelque chose qui va être pas mal pour en fait les 16-25 ans. Voilà, ils vont développer sur les 3 ans. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Est-ce qu'il y a eu ou est-ce qu'il y a des enquêtes de satisfaction auprès des usagers ? Alors justement, on a lancé une enquête, ils ont lancé, le LEC a lancé une enquête de satisfaction auprès des parents anonymement. On n'a encore pas eu les résultats. Et surtout, sur l'accueil, voilà. Mais on n'a encore pas eu les résultats. Mais ça, c'est l'enquête que fait l'entreprise pour son propre besoin de... Mais est-ce que le maître d'ouvrage fait des enquêtes auprès des Non, ça a été, cette enquête qui a été proposée, nous l'avons fait à 2. Donc c'est nous aussi qui réceptionnerons cette enquête. Nous concerne aussi. C'est sur Portail Famille qui s'est répondu ? Oui, c'est sur Portail Famille ou par papier. Bon, il y avait c'est une enquête... Oui, mais s'ils répondent sur le Portail Famille, ça passe par la mairie. Oui, oui. Et après, ils ont fait aussi sur format papier pour les parents qui voulaient qu'ils le déposent au LEC. Voilà. Et vraiment, c'est surtout. Vraiment, c'est un questionnaire qui est vraiment très très complet.
Bon, il faut savoir quand même une chose, c'est que les parents sont en lien avec les services, il y a nos services, donc au jour le jour, les remontées on les a, hein. On n'a pas besoin de faire une enquête pour savoir que tous les jours les services sont face aux parents et que les remontées, qu'elles soient positives ou négatives, elles sont reçues, elles sont analysées parce qu'ils ont quand même tout intérêt à ne pas avoir des plaintes tous les jours, ils sont quand même tous les jours face aux parents, quoi. Donc ce travail-là il est déjà fait par les services tout au long de l'année. Hein. Mais c'est pas pour se contredire, mais souvent il y a des gens qui ne s'expriment pas. Donc vous dites que les gens remontent les choses, mais d'ailleurs c'est plus souvent ce qui est négatif qui remonte. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une enquête sur tout le domaine à intervalles réguliers. En plus on voit évoluer les... Enfin bon, c'est des questions. En tout cas, on aura des réponses déjà à celle-là d'enquête. Je rappelle quand même la situation qui est quand même très particulière et tous les services, que ce soit de la ville ou des écoles, sont déjà vraiment passent beaucoup de temps déjà à gérer le quotidien qui est très changeant et c'est vrai qu'on essaie de faire pour le mieux, mais voilà, la période n'est pas non plus très propice à toutes ces, voilà, à prendre plus de temps que ce qu'on prend déjà. Voilà. Donc ce soir, vous êtes invités à vous prononcer sur donc, le choix de l'association, qui est Loisirs, Éducation, Citoyenneté Grand Sud, pour assurer en tant que délégataire donc, la gestion du service public de l'enfance, du périscolaire et de la jeunesse sur le territoire de la commune de Velot. L'approbation du contrat de la délégation de service public et ses annexes sous forme d'un affermage relatif à la gestion du service public pour la gestion de l'enfance, du périscolaire, de la jeunesse, pour une durée de 3 ans. Et l'autorisation donnée à Monsieur le maire signée avec l'association Loisirs, Éducation, Citoyenneté Grand Sud le contrat de délégation de service public sous forme d'un affermage relatif à la gestion du service public de l'enfance, du périscolaire, de la jeunesse pour une durée de 3 ans ainsi que toutes les pièces et actes y afférents. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Excusez-moi. Qui s'abstient? Donc ça fait quoi avec les 6 Très bien, donc le rapport est adopté. On passe au rapport numéro 2. Signature de convention de partenariat sur la coordination 2022-2024 de la convention territoriale globale CTG, excusez-moi. Conformément donc au Code de la sécurité sociale, au Code de l'action sociale des familles et au Code des collectivités territoriales, une convention d'objectifs et de gestion a été conclue entre l'État et la Caisse nationale des allocations familiales. Cette COG prévoit en fait le déploiement local de ces actions à l'ensemble du territoire. Le conseil d'administration de la CAF du 11 décembre 2020 a précisé sa stratégie en fait de déploiement des conventions territoriales globales, ce que l'on appelle communément CTG. La convention, donc la CTG, prévoit de déterminer une convention d'objectifs de financement, la COF, et de fixer les engagements réciproques entre la commune de Velot et la CAF dans le cadre des orientations prévues dans la convention d'objectifs et de gestion. Cet accord cadre visant à formaliser cet engagement dans un objectif de maintien et de développement des services aux familles a été signé entre la CAF 13 et la ville de Velot. Cet accord cadre engage les parties prenantes à signer cette CTG avant la fin de l'année 2021. Par délibération numéro 110521 du 18 mai 2021, le conseil municipal a approuvé la signature de cet accord cadre et de la convention territoriale globale du pays salonnais pour 2022 avec la caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône et les communes de Coudoux, La Barbin, La Fare-les-Oliviers, Lançon de Provence, Pélissal, Saint-Chamas et Salon de Provence. Ces communes concernées ont décidé de prévoir cette coopération au sein d'une convention de partenariat définissant ainsi les modalités de coordination et de fonctionnement de la CTG. Cette convention, elle prévoit les missions du poste du coordinateur global de la CTG qui devra notamment coordonner et animer le plan d'action de la CTG, effectuer le suivi de l'atteinte des objectifs et du bilan annuel, faire le lien entre le comité de pilotage et les différentes instances thématiques,
et de mettre en place les temps de concertation réguliers avec les communes partenaires. Ce coordinateur global de la CTG sera géré administrativement par la commune de Salon de Provence et aura des relais dans chaque commune partenaire, par le biais de chargés de coopération CTG. Les postes de chargés de coopération sont cofinancés par la CAP et les communes partenaires. Le poste de coordinateur global, lui, est financé au moyen d'une participation financière des communes partenaires au prorata du nombre d'habitants. La CAF participera financièrement sur ce poste à hauteur d'un équivalent temps plein. L'estimation du montant des participations financières sera construite sur la base du budget prévisionnel de fonctionnement du pilotage de la CTG, transmis aux communes partenaires pour approbation par délibération concordante. Cette convention de partenariat sur la coordination de la CTG, elle rentrera en vigueur le 1er janvier 2022 pour finir le 31 décembre 2024. Donc ce soir, le conseil municipal est invité à se prononcer sur l'approbation de la convention de partenariat sur la coordination 2022-2024 de la convention territoriale globale telle qu'annexée et l'autorisation donnée à monsieur le maire à la signer. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport 2 est adopté. Rapport numéro 3, signature de la convention de financement d'appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires. AAP SNEE. Rapporteur Catherine Mich. Alors, par bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 2 et du numéro 2 du 14 janvier 2021, un appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires dans le cadre du plan de relance, continuité pédagogique a été lancé et la commune de Velot y est éligible. Ce partenariat permet à la commune de bénéficier d'une aide de l'État de 70% des dépenses d'équipement numérique et de 50% des dépenses de services et ressources numériques pour ces deux écoles élémentaires. Alors, ci-dessous, vous avez un tableau avec le coût du projet pour les équipements numériques et pour les services et ressources numériques. Les subventions de l'État, à hauteur, alors le projet global serait de 88 600 €. La subvention de l'État serait à hauteur de 59 700 €. Il resterait à la charge de la commune 28 900 €. Cette convention doit être signée entre la commune de Velot et la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur, définissant les modalités de cofinancement et du suivi de l'exécution des dépenses. Donc ce soir, le conseil municipal est invité à se prononcer sur l'approbation de la convention de financement de l'appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires, c'est le plan de relance, continuité pédagogique annexée, et l'autorisation donnée à monsieur le maire à la signer. Voilà, c'est un projet qui est ambitieux, hein. C'est un beau projet de numérisation dans les écoles et qui, dans un premier temps, sera mis en place sur Jean Giono, puisque nous sommes en train de mettre en place un travail de réhabilitation de Jaurès, et donc on attend d'avoir terminé cette réhabilitation avant, dans un deuxième temps, de mettre aussi cette numérisation aussi à Jaurès, donc elle se fera en deux temps. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 4, participation et engagement de la commune de Velot pour le programme Acté Nourrisier, approbation de la convention entre la FNSCCR, la métropole Aix-Marseille-Provence, l'ALEC métropole marseillaise, l'atelier de l'environnement CPIE au pays d'Aix et les communes et approbation de la convention de reversement. Je laisse la parole à Madame Alexandra Hildesheim, adjointe déléguée à la citoyenneté et à la transition.
La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, FNCCR, porte le programme CE-OIE 52 acté, Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique, qui vise à faciliter le développement des projets d'efficacité énergétique et de substitution d'énergie fossile par des systèmes énergétiques efficaces et des énergies renouvelables et de récupération pour les bâtiments publics. Dans ce cadre, la FNCCR a lancé un appel à projet Merisier, dont l'objectif est d'apporter un financement sur les coûts organisationnels liés aux actions d'efficacité énergétique des bâtiments scolaires des collectivités, pour les acteurs publics proposant une mutualisation des projets de territoire permettant de massifier les actions de réduction des consommations énergétiques des collectivités. Les fonds attribués par cet appel à projet doivent générer des actions concrètes permettant la réduction de la consommation énergétique avant le 30 septembre 2023 ou à minima la mise en place de plans de travaux avec une faisabilité avérée. Les postes de dépenses financés dans le cadre de cet appel à projet sont les suivants: postes d'économe de flux, outils de mesure, petits équipements logiciels de suivi, audit et stratégie pluriannuelle d'investissement, études thermiques et énergétiques, aide au financement de la maîtrise d'œuvre. Pour y répondre, la métropole Aix-Marseille-Provence, 30 de ses communes membres et les structures que sont l'ALEC, CPIE du Pays d'Aix, Maison Énergie Habitat Climat ont déposé un dossier de candidature le 18 juin 2021. Le jury de cet appel à projet s'est tenu le 12 juillet 2021 et a retenu la candidature du groupement composé de la métropole, de l'ALEC, la CPIE du Pays d'Aix, ainsi que les communes dont vous avez la liste ci-après, dont Velot. La relation entre la FNCCR et les membres du groupement fait l'objet d'une convention de partenariat et de 2 annexes 6 jointes. Conformément à l'article 3.2.1 de la convention de partenariat avec la FNCCR relative à la mise en œuvre du programme CE acté, appel à projet Merisier, le groupement doit désigner un coordinateur parmi ses membres afin de faciliter les échanges et les flux avec la FNCCR. Dans ce cadre, la métropole Aix-Marseille-Provence est désignée comme le coordinateur du groupement. En tant que coordinateur, la métropole est chargée par le dispositif conventionnel de faire remonter à la FNCCR les dépenses des membres du groupement. Sur cette base, la FNCCR verse à la métropole les fonds correspondants et la métropole reverse la participation aux membres du groupement, communes et opérateurs et conserve la part qui lui revient. Le projet Merisier représente un montant total de dépenses de 1 129 500 €. Le concours financier de la FNCCR s'élève à 564 750 €. L'annexe 1 à la convention détaille les actions de chacun des membres du groupement. L'annexe 2 détaille les dépenses de chacun des membres et la participation de la FNCCR. La commune de Velot a répondu favorablement à la sollicitation de la métropole et a donc été retenue à cet appel à projet. Elle est à ce titre membre du groupement Merisier et a inscrit les opérations suivantes, dont le montant des aides demandées par axe est le suivant. Axe 1, études énergétiques. Groupe scolaire Jaurès, maternelle Giono, son logement, cantine Giono, réfectoire Giono. Donc dans les études techniques, audit thermique, études faisabilité de travaux, études de remplacement de chauffage fuel ou gaz, montant total 27 500 €, montant maximal des aides demandées 13 750 €. La relation entre la FNCCR et les membres du groupement fait l'objet d'une convention si annexée qu'il convient d'approuver. Par ailleurs, les modalités administratives, techniques et financières du dispositif font l'objet d'une convention de reversement avec la métropole qu'il convient également d'approuver. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur article 1. La métropole Aix-Marseille-Provence est désignée comme coordinateur du groupement, composé de la métropole, des associations ALEC et CPIE et des communes suivantes dont je vous épargne la liste. Article 2. La convention et ses pièces annexes entre la commune de Velot, la FNCCR et les membres du groupement relative à la mise en œuvre du programme CE acté 2 Merisier est approuvée. Article 3. La convention de reversement entre la métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Velot relative à la mise en œuvre de la convention de partenariat avec la FNCCR relative au programme CE acté Merisier est approuvée. Article 4. Monsieur le maire est autorisé à signer tout document afférent à ce dossier. Donc voilà sur quoi vous êtes invité à vous prononcer. Voilà, en fait, il s'agit tout simplement d'une convention qui nous permet d'avoir des aides pour pouvoir travailler sur le projet de réhabilitation thermique de nos bâtiments et en plus de pouvoir y travailler d'une manière intelligente et concertée. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Non, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Le rapport numéro 4 est adopté. On passe au rapport numéro 5, cession amiable et déclassement d'une partie de la parcelle BD numéro 83 appartenant au domaine public communal 6, plateau de la Palin, suite et peut-être fin. Je laisse la parole à Madame Coralie Morvan. Je confirme, c'est fin. Après, je ne vous embêterai plus avec ce rapport en conseil municipal. Donc, monsieur et madame Bachelot de la SCI Bassy et la SCI Bassy, représentée par monsieur Cyril Barlet, ont sollicité la commune pour l'acquisition d'un terrain situé sur l'aire de la Palin. Monsieur et madame Girard, dont la propriété jouxte la parcelle BD 83, vont aussi acquérir une partie de la parcelle. Donc un reliquat de 60 mètres carrés de la parcelle BD 83 restera donc dans le domaine public communal. Donc une fois que les dossiers ont été étudiés par les services, en fait il s'avère que la société Bassy récupère 54 mètres carrés, monsieur et madame Bachelot 26 mètres carrés et monsieur et madame Girard 3 mètres carrés. Donc en fait ils régularisent en récupérant les 3 mètres carrés. C'est vrai que c'est assez... voilà. Donc cette acquisition permettra à monsieur et madame Bachelot et à la SCI Bassy de créer du stationnement privatif jouxtant leur propriété et donc à monsieur et madame Girard de régulariser leur clôture. Donc la commune, par délibération du conseil municipal du 29 juin 2021, a décidé la mise à enquête publique préalable au déclassement d'une partie de la parcelle BD 83 afin de la vendre donc à la SCI Bassy, à monsieur et madame Bachelot et à monsieur et madame Girard. Donc conformément à l'article 141.3 du Code de la voirie routière. Donc il y a eu un commissaire enquêteur qui a diligenté une enquête et l'enquête s'est produite entre le 4 octobre 2021 et le 18 octobre 2021 inclus. Le commissaire enquêteur a rendu ses conclusions le 20 octobre et a émis un avis favorable. Donc nous vendons pour la SCI Bassy 4 860 € hors taxes sur celle, pour monsieur et madame Bachelot 2340 et pour monsieur et madame Girard 270 €. L'ensemble des frais donc relatifs à cette cession sera à la charge des acquéreurs. Donc frais de géomètre et les frais de signature chez le notaire. Donc le conseil municipal est invité à se prononcer donc, sur la désaffectation et le déclassement d'une parcelle BD 83 sur le plateau de la Palin et son intégration dans le domaine privé communal. La cession selon les conditions ci-dessus précitées. L'autorisation donnée à monsieur le maire à signer l'acte de vente correspond et tous les documents se rapportant à ce dossier. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? C'est fini après, je vous promets. Qu'est-ce que tu me fais? Je ne voudrais pas dire des choses comme ça. Parce que franchement, même les services... On n'en parle plus. Ça n'engage qu'elle. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà. Le rapport numéro 6 est adopté. Excusez-moi. Rapport numéro 6, attribution d'une subvention d'équilibre au bailleur social Famille et Provence pour l'opération de construction de logements sociaux sur le site Midi-Fer, ancienne gare, et signature d'une convention financière avec le bailleur. Coralie, si tu veux en parler. Oui. Alors, le site de Midi-Fer donc, est devenu constructible lors de l'approbation du PLU qui a été signé donc, en 2015 sur notre commune. Donc, par la suite, la commune avait alors sollicité les services de l'État pour inscrire ce terrain dans le foncier public mobilisable en faveur de la création de logements sociaux, mais également dans le contrat de mixité sociale qui a été signé avec l'État le 25 juillet 2016. Donc la commune a sollicité le PFPAK, l'établissement public foncier, afin d'acquérir le site Midi-Fer, qui est donc l'ancienne gare qui appartenait à la SNCF, donc dans le but de répondre aux objectifs fixés par le contrat de mixité sociale, donc de faire des logements sociaux. Donc cette opération consiste à la construction de 23 logements locatifs sociaux. À savoir que dans ces 23 logements, il y en a 5 qui sont dans le contingent mairie. C'est important quand même qu'on gère 5 logements.
Le site de Midifert donc est pollué et l'opération envisagée porte un surcoût important lié notamment aux études de faisabilité, de capacité et à la dépollution du site. Donc c'est une opération qui a un déséquilibre financier de 470 000 €. Donc le PFPACA propose une levée de leur fonds Solidarité Renouvellement Urbain à hauteur de 262 000 €. Et les fonds SRU de PFPACA ne peuvent être débloqués que si la commune participe à l'équilibre de l'opération par voie de subvention. Donc eux, ils peuvent faire un apport donc, avec leur Solidarité Renouvellement Urbain que si nous, on participe aussi pour équilibrer donc l'opération. Donc il est proposé que la commune subventionne le bailleur social Famille et Provence, qui est donc le porteur de projet, à hauteur de 208 000 €. La subvention d'équilibre attribuée en 2021 pourra donc être déduite en 2023 de nos pénalités financières supportées dans le cadre de la loi SRU. Donc en fait le principe c'est que on donne une subvention de 208 000 € pour réaliser des logements sociaux sur ce terrain et qui vont nous venir en déduction de nos pénalités SRU, puisque nous on est en carence de logements sociaux, donc on paye à chaque fois des pénalités à hauteur de 200 000 € à peu près. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un contrat avec la loi SRU qui nous oblige à 25% de logements sociaux sur les résidences principales et jusqu'à 2025. Nous aujourd'hui, il faut savoir qu'on est à peu près à 7%. Donc c'est pour vous donner une petite idée. Il faut savoir que les prélèvements qui sont donc des pénalités, elles peuvent passer de 10% jusqu'à 400%. Je vais prendre un exemple très près de chez nous, à Aiguille, je crois qu'ils payent 400 000 € cette année. Ouais. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire, c'est que on est un petit peu démunis par rapport à tout ça. C'est compliqué. Parce que d'un côté, on voudrait faire le moins de logements sociaux possible, et encore ça reste à débattre parce que moi je pense qu'il faut des logements sociaux quand même sur la commune, ne serait-ce que pour éviter d'avoir une commune qui commence à être vieillissante, et quand une commune commence à fermer ses classes d'école, pour moi c'est pas vraiment un bon signe pour l'avenir d'une commune. En plus, je préciserai quand même qu'on parle d'une population qui grandit, mais au dernier recensement, la population diminue sur Volo. Toujours est-il, c'est qu'aujourd'hui, si on refuse de faire ces logements, non seulement on a ces pénalités qui deviennent complètement astronomiques, et on va finir par nous reprocher de ne pas tenir compte de la santé économique de notre village, et si on les fait, on va nous reprocher de faire des logements et à la fois de faire monter la population, ce qui reste encore à démontrer, mais aussi dans une période qui, on le réalise tous ensemble, est une période très négative en matière de mobilité, puisqu'on voit tous très bien ce qui se passe en ce moment quand on part travailler le matin et le soir. Donc autant vous dire que c'est une espèce de douce schizophrénie qui s'empare de nous au moment de travailler sur ces projets-là et de faire des choix. Mais malheureusement, des choix on devra en faire, et donc on en fera, tant en matière de logement qu'en matière de mobilité. Donc on va avoir l'occasion d'en reparler. Tout ça pour dire, c'est que effectivement cet argent que l'on sort pour équilibrer des opérations, eh bien ce sont des opérations ce sont des sommes qui sont immédiatement, enfin pas immédiatement, mais 2 ans plus tard, déduites des pénalités SRU. Il faut savoir que nous avons des opérations de ce type qui sont en cours, mais qui n'entreront finalement, dont on bénéficiera que d'ici 1 an, et que l'année prochaine, on risque d'être fortement pénalisé. On n'a pas de déduction. Parce qu'on n'a pas de déduction prévue, puisque nous avons commencé à faire des opérations l'année d'avant. Voilà, donc la situation est très particulière, elle est très problématique, mais il va falloir effectivement qu'on fasse des choix et qu'on accompagne ces choix de projets forts en direction de la mobilité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Madame Morvan m'avait assuré, quand nous avons évoqué la vente de la gestion de ce terrain à Midifert, de la SNCF par le biais de l'établissement public foncier, que comme je lui avais fait remarquer que le site était pollué, elle m'avait affirmé que de toute façon la dépollution venait à charge du promoteur.
Donc en fait, le promoteur il n'a aucunement évalué le coût de la dépollution. Si, en fait, le principe, c'est que c'est l'EPF qui a évalué le coût de la dépollution. Et lui, dans ses calculs financiers, quand il revend à Famille Provence, c'est forcément intégré puisque Famille Provence va dépolluer. Voilà. C'est bien ce que je vous dis, c'est que l'établissement public foncier a fait une estimation de dépollution sans analyse du terrain. Oh bah si, ils ont dû analyser le terrain pour faire une estimation. Pourquoi vous dites ça? Parce que quand on fait une analyse de dépollution de terrain, il y a un petit peu quand même du mouvement, quoi. On se fait des sondages, il y a une analyse des terres. Aujourd'hui, si demain on rendait la cifre constructive, je pense qu'on est en train de parler de plusieurs millions d'euros de dépollution parce que on sera obligé de gratter sur quelques mètres. Ouais. Après, il faut savoir que ce projet-là, initialement, il avait plus la possibilité d'être à l'équilibre avec tout ça, mais avec plus de logements. Il y a quand même une volonté de contrôler le nombre de logements qui seraient faits, et c'est ce qui fait aussi que ça a pu accentuer ce déséquilibre, mais qui, encore une fois, est compensé et sera compensé et déduit des pénalités futures. Après, moi j'entends ce que vous dites, mais est-ce qu'il nous appartient vraiment à nous, techniquement, de faire le travail finalement d'une institution qui est censée le faire? Absolument pas. Voilà, donc on pourra toujours dire que ça a été bien fait ou mal fait, mais moi j'imagine mal, avec les règles aujourd'hui en termes de pollution et de dépollution, j'imagine mal un projet aujourd'hui avec tous les contrôles qui sont très nombreux, se faire au détriment de la santé publique en termes de dépollution. Mais encore une fois... Et après, ça a dû être fait il y a quand même quelques temps, parce que ce dossier-là, il y a déjà un moment qu'il est sur la table. Donc voilà. Moi, après, j'ai des budgets de dépollution. Elle n'a plus que descendre dans le sol. Après, ça reste quand même hyper technique. Voilà, une dernière question. La gare n'est pas prise en compte. Si, elle est dedans aussi. Elle sera rasée. Non, pas rasée. C'est-à-dire qu'elle va être intégrée dans le projet. Elle est intégrée dans le projet. Il y aura du logement de fait dedans. Qui habite actuellement sur la gare et... Ah ben il y a déjà un petit moment qu'il est... Ça va faire quoi, un an? Oui, je sais pas, mais il est parti. Ouais. Il est parti. Mais la gare ne sera pas rasée. Voilà. Ah non, pas du tout. Elle est intégrée au projet. Ouais, ça c'était... ça faisait partie des discussions. Ouais, c'était dans le projet, c'était c'est évident qu'on ne rase pas la gare. C'est quand même une architecture qu'il fallait qu'on garde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et après, pour compléter sur le dossier, je vous en avais aussi parlé, c'est que on est en train de voir aussi il faut une modification de PLU pour pouvoir faire de l'accession sociale sur ce projet. Enfin, c'est de l'accession sociale, donc on aimerait bien qu'il y ait au moins 3 logements qui puissent être en accession sociale sur ce programme. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport numéro 6 est adopté. Ah non, quand même. Rapport numéro 7, approbation des avenants numéro 4 aux conventions de gestion entre la métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Belot au titre des compétences eau pluviale et parcs et aires de stationnement. Madame Morvan, vous avez la parole. Alors en fait là c'est pour voter pour la continuité de la signature sur continuité d'exercice de proximité des compétences concernées que la commune de Belot exerce pour le compte de la métropole. Donc c'est les compétences pluviales et les compétences parcs et aires de stationnement en application de l'article 52-15-27 du CGCT. Donc ainsi, les conventions de gestion d'1 an prolongées par avenant ont été conclues entre la métropole et la commune de Belot. Donc en fait, c'est prolonger l'avenant. Aujourd'hui, afin d'assurer la continuité de l'exercice des compétences eau pluviale et parcs et aires de stationnement et une gestion de proximité, il est proposé de prolonger la durée des conventions de gestion 17-12-78 et 17-12-76 pour une nouvelle durée de 12 mois, sans préjudice des évolutions législatives à venir, à compter donc du 1er janvier 2022 par avenant numéro 4.
Donc le conseil municipal est invité à se prononcer sur l'approbation de l'avenant numéro 4 et la convention de gestion 17-12-78 relative à la compétence eau pluviale, joint en annexe et la présente délibération, et l'approbation de l'avenant numéro 4 à la convention de gestion 17-12-76 relative à la compétence parc et aire stationnement, joint en annexe de la présente délibération. L'autorisation donnée à Monsieur le maire à signer les deux avenants numéro 4 aux conventions de gestion, même, et à prendre pour toute disposition y concourant. Voilà. Donc tu as fini ? Voilà, c'est fini, soit vous votez le... Bon bah là, c'est une convention qui concerne le pluvial, en sachant très bien que, pour ceux qui ne le savent pas encore, mais on l'avait évoqué la dernière fois, tout est en train d'être renégocié au niveau de la métropole, c'est-à-dire les conventions qui doivent redescendre, certaines conventions de proximité qui doivent redescendre aux communes. Donc voilà, il y a des choses qui sont en train d'être aujourd'hui décidées d'ici le début, même la fin de l'année. Voilà. Aujourd'hui, il y a des compétences qui vont rester des compétences, on va dire, un peu métropolitaines principales. On va parler de la mobilité, de la transition, de l'habitat, du social et toutes ces choses-là. Pas le social, c'est le département, l'habitat. Aujourd'hui, le pluvial fait partie des compétences de proximité qui pourraient redescendre et qui vont redescendre aux communes. Mais une fois qu'on s'est dit ça, parmi ces compétences, il y en a d'autres qui doivent redescendre, la gestion des parkings, les bornes incendie, toutes ces choses-là. Il faut savoir que même si elles redescendent en compétences aux communes, il va y avoir une discussion qui va suivre pour savoir quelles sont les compétences qui redescendent aux communes, mais il y en a certaines qui resteront des compétences d'intérêt métropolitain et qui resteraient à la métropole. Autant vous dire qu'aujourd'hui c'est le flou absolu. C'est-à-dire, effectivement, on va récupérer des compétences, mais on n'est pas sûr. Voilà. C'est souvent la hauteur de prix qui tombe. Non, je sais pas. Il va y avoir des intérêts métropolitains, mais aujourd'hui, les discussions n'ont pas encore lieu, vont avoir lieu après. Il faut savoir que, encore une fois, dans tout ce qui est en train d'être négocié, qui va être plus que négocié mais voté aujourd'hui, il y a la suppression des conseils de territoire qui est quasiment entérinée. Donc il n'y aura plus le CT3, par exemple, ce qui nous correspondait, c'est-à-dire le conseil de territoire du pays salonnais. Il y aura, voilà, il y a la disparition des conseils de territoire. Les villes seraient directement vis-à-vis avec les services de la métropole pour gérer leurs compétences. Et si elles sont trop petites, qu'elles ne peuvent pas gérer parce qu'elles n'ont pas les services pour ça, il y aurait des services de la métropole qui viendraient travailler avec les communes. Voilà, c'était un des gros combats de certains territoires, notamment le territoire du pays aixois, le CT2 et le pays qui comprenait Marseille, qui voulait, vous imaginez bien, garder un maximum de prérogatives en termes de territoire. Ce qui se dégage aujourd'hui, c'est que les territoires vont disparaître. Il y a aussi une renégociation qui va avoir lieu sur les attributions de compensation. Quand vous avez des compétences de la ville qui sont remontées à l'époque à la métropole pour être gérées, là on remonte à 2016, 2017 carrément, et il y avait une institution qui calculait à quoi ça correspondait en termes de dépenses pour la ville. Et ce calcul de dépenses qui était fait par une entité qui s'appelle la CLECT, calculer ça, et cet argent-là partait de la commune pour aller à la métropole pour gérer ses compétences. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que la métropole veut bien qu'on récupère les compétences, mais par contre ils veulent recalculer la CLECT et donc les attributions de compensation. C'est ce qui fait débat, puisque derrière des sommes allouées par l'État, comme le fameux milliard dont on parle sur la mobilité, il faut savoir qu'il y a la possibilité d'avoir une instance qui recalculerait les attributions de compensation, et je ne vous cache pas qu'on risque d'y perdre, parce que c'est là-dessus qu'ils veulent récupérer de l'argent. En gros, on récupérerait les compétences, mais pas forcément tout l'argent qui va avec. Voilà, c'est ce qui pose de gros problèmes aujourd'hui et de grands remous au sein des assemblées et des conseils de territoire. D'un côté, on vous dit, on vous donne 1 milliard, mais de l'autre, vous n'aurez plus de conseil de territoire pour travailler. C'est la métropole qui prend la main, et vous allez payer, vous allez nous donner plus d'attributions de compensation, et donc vous aurez moins d'argent, et nous, ça nous fera encore de l'argent en moins pour gérer nos communes.
Donc voilà, c'est assez compliqué et je vous passe justement sur le flou des compétences qu'on ne sait pas encore si elles seront d'intérêt, pas d'intérêt, enfin voilà. C'est un peu le flou. Voilà, ça c'était pour amener beaucoup de clarté, je vous ai expliqué ce flou. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est vigoureusement pour? Non, personne. Allez, on va dire que le rapport est adopté. On passe au rapport numéro 8 qui concerne la régularisation de titres de recettes prescrits et non recouvrés. Je laisse la parole à M. Albert Marel, l'adjoint aux finances. Bonsoir. Donc c'est une histoire ancienne, ces titres de recettes non recouvrés. Je vais vous faire un résumé de l'historique. Au passage des francs en euros, le comptable de la Trésor a changé l'imputation de ces titres. On avait 934 709 francs qui sont passés, qui sont devenus 142 495 euros. Et ce compte a été un peu oublié au niveau de la Trésor. En 2013, un comptable de la Trésor a remis les titres sur un bon compte, le 4161, qui redevient visible. En 2019, le responsable de la Trésor nous alerte sur ses créances impayées. Et le 3 novembre 2021, nous avons reçu un courrier qui nous demande de solder ce compte pour un montant de 142 495,51 euros. Sachant que les titres en question étaient émis entre 1974 et 1996. Donc c'est bien une histoire ancienne. Nous avons inscrit donc les crédits nécessaires au budget. Donc on se doit de régulariser ce compte. Donc le conseil municipal est invité à se prononcer sur la régularisation de ces titres prescrits et de solder le compte 4161 pour un montant de 142 495,51 euros. Qui s'appelle une mauvaise surprise. C'est aberrant. Aberrant. Et c'était décrit, c'était sous quoi? Enfin, Des loyers impayés, tout ça, la plupart. C'est ça. Ouais, il y avait Les cantines aussi, par exemple les repas. Oui, les impayés. D'accord. des impayés par Donc il y a eu, je pense, ça voilà, remonte, nous on se retrouve avec ça. des vacations pompiers, des taxes d'enlèvement d'ordures, des droits de place, des loyers, de l'eau, un peu de tout. Alors, moi, juste une question, mais c'est purement anecdotique. Hein. La trésorerie se plante, c'est grand bien leur face, et ils se retournent sur nous après tout. On peut dire ça. Voilà. On peut pas étaler le... On les a reçus pour le demander, on n'a pas eu... quoi qu'il en coûte. Non mais là on n'est pas sur une petite somme, mais on est d'accord que c'est une très mauvaise surprise. C'est le trésor. Après moi j'ai pour habitude quand on doit tenir et parler d'avoir un budget sain, c'est déjà de commencer par payer ce qu'on doit. Alors on n'est pas non plus sur une somme qu'on ne pourra jamais rembourser, mais là en l'occurrence on n'a pas le choix. Donc on ne nous laisse pas le choix de négocier cette somme, donc on va la payer. Voilà. On va dire que c'est notre... il y avait l'amour en héritage. Il y aura... Voilà, ça fait pas plaisir, je vous rassure, c'est pas... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, carrément. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Le rapport 8 est adopté. On passe au rapport 9 qui est une décision modificative, la numéro 3, au budget primitif 2021 de la commune. Je laisse la parole à M. Albert Marel. Donc dans cette décision modificative numéro 3, nous avons deux chapitres, le fonctionnement et l'investissement, comme c'est souvent le cas. Les éléments déclencheurs pour le fonctionnement, on réajuste des budgets qui ne seront pas utilisés, ce qui nous permet de payer des frais d'agence pour la maison, frais d'agence pour l'acquisition en viager de la maison Loutrin, rue Jules Ferry, pour démolition et réalisation de places de parking, pour une hauteur de 19 855 euros. Donc nous avons... Vous avez eu le tableau, donc nous avons réduit des fournitures d'équipement, nous avons mis à jour nos comptes pour ne pas avoir des soldes positifs en fin d'année. Et nous avons reçu
des recettes supplémentaires du fonds de péréquation intercommunale. On avait prévu 110 000 euros sur le budget primitif et on a reçu 10 221 euros de plus. Donc on a profité pour les inscrire. Donc cette DM modificative en fonctionnement, en réalité, on récupère 18 861 euros. Ça ne vous impute pas le budget. Pour la partie investissement, donc on démarre, on paie 2 mois de rente viagère pour le viager de la maison Loutrin. Ensuite, ce que vous a présenté Coralie tout à l'heure, on verse la moitié de la subvention d'équilibre au bailleur social pour une somme de 104 000 euros. Pour ça avant le 31 décembre. Ensuite, dans les grosses sommes, nous intégrons la maison Loutrin dans l'inventaire opération d'ordre qui se rééquilibre un peu plus loin, 159 000 euros en recettes. Donc ça, on va dire que c'est juste du transfert de compte, ça ne pèse rien au niveau argent. L'acquisition en viager de la maison Loutrin, 58 000 euros. 50 000 de bouquet, 8 000 euros de frais de notaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'important? 186 000 euros, 600, c'est la sécurisation, c'est les projets qu'on avait, sécurisation chemin piéton, lutte contre la vitesse excessive, donc c'est des projets qui étaient inscrits. Et on les a mis au budget parce qu'on a reçu une subvention de 120 000 euros, ce qui nous permet de mettre ces dépenses au budget. Et ça sera quoi? La sécurisation et... Alors, sécurisation, chemin piéton, subdivision CD13. Oui, je ne sais pas où c'est. Est-ce qu'on sait où c'est? Oui, c'est en fait c'est le projet d'aménagement devant le collège. Les traversées piétons, on en avait déjà discuté, on réaménage tout, on sécurise par des barrières, on fait des passages piétons, on fait de l'éclairage. Et en fait, ça aurait dû être fait avant fin décembre, sauf qu'on attend un petit accord du département pour commencer les travaux, puisque c'est une route départementale. On a là, et on a de l'autre... Oui, c'est le passage qui va jusqu'à l'école, jusqu'à Jaurès. Et après, on a de l'autre côté, je ne sais pas si c'est sur les deux mêmes budgets, ouais, c'est ça, où on a du passage de souterrain qui passe sous la ligne de chemin de fer, et l'aménagement d'un passage piéton décalé. J'ai les plans, si vous voulez les voir, je les ai là. Pour aller en fait du collège à Jaurès, enfin passer de l'autre côté. Voilà. Et ça, normalement, on devrait commencer les travaux, j'espère, au mois de janvier. Le but de le mettre au budget, c'est de pouvoir faire un reste à réaliser en attendant le budget à venir. Voilà, c'est pour ça. Oui. On dépense comme en recettes. Parce que si on met pas les recettes, on ne peut pas les mettre en... Oui, donc on a les 120 000 euros qu'on a reçus. Ensuite, on a inscrit en recettes toutes les subventions qu'on avait demandées sur les proxys, qui nous ont été accordées. Ouais. Donc on a eu 7 dossiers de travaux de proxy. Plus un qui a été reporté d'une année d'avant et qui va se faire cette année. Ouais. Donc on est sur des travaux de réfection de voirie, on est sur des mises en conformité de bâtiments communaux, la réhabilitation du garage Yémolo, ouais, pour en faire un atelier participatif, la création d'un pump track. Voilà, et il y a 3 dossiers en plus qui seront votés d'ici la fin du mois, dont des dossiers de modernisation d'éclairage public, les valorisations des entrées de ville, on va travailler sur les valorisations d'entrées de ville, les ronds-points notamment, et la réfection du chemin de Fontaine-de-Laurent. Voilà, c'est des dossiers dont on avait parlé quand on avait parlé justement des dossiers de proxy et sécurité et toutes ces choses-là, et on a la chance d'avoir eu tous les dossiers qui sont votés au département et qui vont l'être à la fin du mois. Et il y avait un autre dossier, alors du coup on en a 8, au lieu de 7, puisqu'il y avait un dossier qui était antérieur et qui va nous permettre, de faire une vraie réflexion de tous les cours de tennis
du club de vélo pour certains qui en ont vraiment besoin. Et l'éclairage de l'abribus en bas de la véranda que M. Maggi nous avait dit, moi je sais le faire, je suis électricien. Alors moi, il va être mis au budget l'année prochaine. Voilà. Je m'en suis personnellement. Non, c'est une vous le dis. Mais c'est vrai que, bien entendu, ce projet-là de réhabilitation, il dépend de critères qui faisaient qu'on ne pouvait le faire que là. Voilà, donc on s'est dit, on va en profiter, c'est sur du matériel sportif, et géographiquement c'est sur ce lieu-là. On a décalé un projet et ça va nous permettre de remettre en état et de refaire les lumières aussi, plus les grillages. Et puis quand on voit la dynamique qui est impulsée en ce moment par le club de tennis, je pense que c'est un bon investissement qui nous permettra de relancer ça et de ne pas avoir à le refaire dans à peine 3 ans. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste pour être un peu plus précis. Juste le départ peut-être de Mme Matonnet avec qui a donné procuration donc, à M. Poirier, c'est écrit dans le... Bonne soirée, merci. Au revoir. Pour ce qui est de la maison Loutrin, effectivement c'était une parcelle qui avait été identifiée dans le prolongement, je crois que c'était la maison Chauvin à l'époque qui avait été, et qui était identifiée comme pouvant être des lieux pour être enlevés pour faire des places de parking dans le village. Donc je ne vous cache pas que quand j'ai vu passer la DIA, un bouquet d'une maison comme ça à 50 000 €, et je crois qu'on est à 500 € par mois de bouquet pour une personne qui a plus de 80 ans, même si je lui souhaite de vivre le plus longtemps possible. J'ai eu l'occasion de la voir cet après-midi. J'ai eu l'occasion de la voir cet après-midi parce qu'elle voulait s'assurer que tant qu'elle serait là, on ne toucherait pas au bâtiment, et j'ai pu lui assurer que moi d'hiver. Donc voilà, on ne toucherait pas ce bâtiment et qu'elle pouvait dormir sereinement. L'idée c'était vraiment de pouvoir profiter si vite en réanimation en ce moment. Donc voilà, tout ça pour dire, c'est que voilà, on a à la fois profité d'une possibilité qui était une vraie opportunité, mais aussi de se donner la possibilité de créer dans le futur, le plus loin possible, des places de parking ou pas, on verra. Voilà. Enfin, ça nous appartient. On verra. En tout cas, ça nous appartiendra pour aussi mettre ça nous appartiendra à ce qu'on peut faire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Il n'a pas fini. C'est Albert quand il est dans les chiffres. Je voulais simplement dire que sur la partie Invest, ça nous fait une dépense de 91 809,84 €. C'est tout. Est-ce que tu as fini, Albert? J'ai terminé, monsieur le chef. On passe au vote. Qui est contre? Donc, qui s'abstient? Ok, le rapport 9 est adopté. Rapport numéro 10. Il s'agit d'une autorisation d'engager, de liquider et de mandater le quart des crédits budgétaires d'investissement avant le vote du budget primitif 2022, qui est une chose qui se fait régulièrement à cette période-là, pour permettre de relancer et d'assurer le fonctionnement entre les deux exercices. Albert? Voilà, donc l'an passé on l'a fait un peu plus tard l'an passé, cette année on a décidé de le faire plus tôt pour pouvoir démarrer en janvier. Donc nous souhaitons débloquer des cartes d'investissement pour ne pas retarder nos projets avant le vote du budget qui aura lieu en mars. Donc les crédits affectés au quart d'investissement, on est sur 5 655 694,03 €. Le quart des crédits qu'on va débloquer sera de 1 413 923,51 €. Cette somme ne s'ajoutera pas, ne modifiera pas le budget que nous voterons. C'est une avance qui nous permettra de fonctionner sans avoir d'arrêt. Voilà, donc c'est très rapide. Est-ce qu'il y a des questions? Si c'est suffisamment clair. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. On passe au rapport numéro 11. Il s'agit de la signature de convention de prestation de services financiers. Albert, si tu veux nous en parler. Ah oui.
Oui, non, donc, on a souvent parlé de notre encours de la dette. Donc, l'encours de la dette au 1er janvier 2022 sera de 9 897 116,80 €. Sur les 12 contrats de prêt en cours, 5 arriveront à échéance dans les 5 prochaines années. Les emprunts correspondant à l'encours de la dette le plus important contracté, notamment pour la construction de l'hôtel de ville et la salle de spectacle, ne seront eux amortis que dans 12 ou 15 ans. Vous avez le tableau avec la liste des emprunts. La commune souhaite s'engager dans une optimisation de sa dette. Donc, pour nous, il est nécessaire de faire appel à un cabinet d'ingénierie spécialisé en prestation de services financiers, expert en optimisation de dette, en complément de l'analyse que nous avons menée en interne. Donc, nous vous proposons de conclure une convention de prestation sur ces services avec la société Combo Finance. On précise qu'il s'agit d'une convention au succès, c'est-à-dire que la rémunération du prestataire ne sera faite que si nous réduisons nos charges financières. De combien vous espérez les réduire? Pour l'instant, on n'espère pas vraiment. La période est... On engage. Non, mais c'est très compliqué. On engage justement cette démarche pour savoir si on a des gains à faire ou pas. Donc on signe cette convention et on paye le prestataire que si on a des gains. Et si les propositions qu'ils nous font ne nous conviennent pas, on est obligé de s'engager. Voilà, le conseil municipal est invité à se prononcer sur l'approbation de cette convention de prestation avec la société Combo Finance jointe en annexe, l'autorisation donnée au maire à la signer. Il y a des questions. Allez-y, M. Chaban. Quel est le pourcentage qui va être cédé à la société de ce que vous récupérez en dette? Sur les 2 premières années, on leur donne 50% des gains. Sur les 2 premières années. C'est tout. C'est rare qu'un cabinet s'engage comme ça sans avoir regardé s'ils pouvaient gagner quelque chose. Ah ben, on leur a donné les dossiers. Hein. On leur a donné les dossiers. Ça veut dire qu'ils pensent qu'ils peuvent. On en a consulté 3, il y en a qu'un qui a dit j'y vais. Hein. Les jeunes, il n'a pas dit ça. Les autres ont dit on y va pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport numéro 11 est adopté. En ce qui concerne le rapport numéro 12, qui concerne la création d'une réserve communale de sécurité civile, en l'absence de M. Matois, je laisse la parole à Gabriel qui saura très bien vous l'expliquer. C'est pas que je sors pour pas prendre part au vote, hein, attention. Donc, la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile rappelle que la sécurité civile est affaire. Donc, que la sécurité civile est l'affaire de tous. Que si l'État est le garant de la sécurité civile au plan national, l'autorité communale joue un rôle essentiel dans l'information et l'alerte de la population, la prévention des risques, l'appui à la gestion de crise, le soutien aux sinistrés et le rétablissement des conditions nécessaires à une vie normale. Pour aider l'autorité municipale à remplir ses missions, la loi offre la possibilité aux communes de créer une réserve communale de sécurité civile. Fondée sur les principes du bénévolat et placée sous l'autorité du maire, dans les conditions fixées par les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 du Code général des collectivités territoriales. Cette réserve communale de sécurité civile a vocation à agir dans le seul champ de compétences communales, en s'appuyant sur les solidarités locales. Elle ne vise en aucune manière à se substituer ou à concurrencer les services publics de secours et d'urgence. De la même manière, son action est complémentaire et respectueuse de celle des associations de sécurité civile, caritatives, humanitaires ou d'entraide. Elle apporte son concours au maire en matière d'information et de préparation de la population face aux risques encourus par la commune, de soutien et d'assistance aux populations en cas de sinistre.
d'appui logistique et de rétablissement des activités. Un arrêté municipal en précisera les missions et l'organisation. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur la création d'une réserve communale de sécurité civile à compter du 1er janvier 2022. L'autorisation donnée à monsieur le maire à entreprendre les démarches nécessaires. Voilà, il faut savoir que du coup c'est une création qui va permettre de faire dépasser le cadre des actions habituelles à notre CCFF historique, qui pourra du coup agir sur d'autres choses que les incendies. Et à ce titre-là, ils sont déjà aujourd'hui sur le pont, puisqu'ils participent à la mise en place à la BVA Coudoux sur les vaccinations. Voilà, ils sont déjà là-dessus. Et donc cette réserve communale va permettre aussi de les faire travailler sur différents champs d'action dans un cadre juridique qui sera bien bordé et qu'on pourra travailler tous ensemble. Voilà. Aujourd'hui avec le CCF, ils s'occupent des incendies, mais ils inquiétaient un peu sur d'autres compétences, à savoir sur la catégorie un peu des inondations, tout ça, alors qu'ils n'ont pas le droit. Hein. Donc en étant comité communal, donc là ils pourront intervenir sur toutes sortes d'incidents, la neige, les inondations, tremblements de terre, tout ça. Donc, sans se mettre en danger, en restant toujours en retrait des services de sécurité que nous connaissons. Des compétences supplémentaires, donc des formations supplémentaires. Certainement. Qui seront prises en charge par la commune. Oui. Des budgets dessus. Il y a d'autres questions? Je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 13, on va parler de l'abrogation de la délibération numéro du 13-06-16 relative à la motion contre l'installation des contrats Linky par la Société d'électricité réseau distribution France ERDF. Voilà, donc en date du 2 juin 2016, le conseil municipal qui a voté une motion contre l'installation des contrats Linky par la société ERDF, refusant le déploiement de ses compteurs sur le territoire de la commune pour les réseaux dont elle est propriétaire, et dans l'attente de résultats plus complets. C'était ce qui était à l'époque en cours. La société Enedis a donc déposé une requête auprès du tribunal administratif qui a été enregistrée en février 2020 et qui a été régularisée le 20 février 2020, qui a demandé au tribunal d'annuler cette décision implicite par laquelle le maire de la commune de Velot a rejeté sa demande du 7 octobre 2019 tendant à l'abrogation de la délibération numéro 13-06-16 du 2 juin 2016 s'opposant au déploiement des compteurs Linky sur le territoire de la commune et d'enjoindre au maire de Velot de l'époque puis maintenant d'abroger cette délibération. En ordonnance du 3 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Velot a rejeté la demande d'abrogation formée par la société Enedis le 9 octobre 2019 contre la délibération du conseil municipal du 2 juin 2016 relative au compteur d'électricité Linky. Enjoint à la commune de Velot donc d'abroger la délibération du 2 juin 2016 relative au compteur d'électricité Linky dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance. Le conseil municipal est donc invité à se prononcer sur l'abrogation de la délibération du conseil municipal du 2 juin 2016, numéro 130916, relative au compteur d'électricité Linky. Voilà, écoutez, je crois que dans toute démarche, elle s'arrête là où la loi prend des décisions. Voilà, je mettrai de côté tout ce que je peux en penser et je me contenterai d'appliquer la loi. Donc je vous demande d'aller dans ce sens. Si vous avez des questions, je peux y répondre, mais je n'aurai pas vraiment d'éléments techniques à vous apporter. Voilà. Pas de questions? Passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? D'accord. Le rapport numéro 13 est donc adopté. Le rapport numéro 14, en ce qui concerne la tarification des articles et animations proposées à la vente par le service patrimoine. En l'absence de monsieur Cédric Perru, je vais peut-être vous en dire 2 mots. Ah, non, c'est Albert. Ah non, c'est Albert. Eh bien, Albert, tu as la parole et régale-moi bien. Alors, il faut savoir énormément d'articles à vendre. Tu nous les montres?
Donc cette délibération, elle est faite aujourd'hui pour ajouter un article qui n'était pas dans le catalogue. C'est le catalogue des expositions temporaires pour une valeur de 4 €. Et nous avons décidé de reprendre la délibération en remettant tous les articles qui étaient déjà en place pour avoir qu'une seule délibération concernant les articles et prestations proposés par le service patrimoine. Donc on avait une délibération du 27 février 2017 et aujourd'hui on va délibérer pour ajouter tous ces articles, donc reproduction d'une image polie à 10 €. Je ne vais pas vous les passer. Mais pourquoi pas, c'est important. Hein. On parle du merchandising de la ville. Et, il y a le porte-clés à l'effigie du musée de l'eau. Celui-là, je le conseille. 4 €. C'est vraiment pas cher. Et sinon, vous avez la revue fossile aussi, qui est très intéressante. En 2 mots. On a une prestation d'animation patrimoniale pour le service public scolaire, 1 € par élève. C'est vraiment très bon. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur les tarifs proposés ci-dessus. Ça se négocie pas. Tu as dit que c'est un revue fossile, tu as vu qu'il y aura un poster sans page. On se prononce sur les tarifs, mais on négocie pas. C'est déjà bas. Bon, il y a quand même, enfin pour être plus sérieux quand même, il y a quand même le désir de redynamiser l'action du musée, non pas qu'elle fasse rien, parce qu'elle fait énormément de choses, surtout en direction des EAC, l'éducation artistique et culturelle avec les écoles, mais d'arriver à redonner un élan au musée en tant que tel, hein, en termes d'impact et de gens qui vont venir y aller. Et effectivement, le merchandising est important puisqu'il met à la fois en valeur le patrimoine, le très riche patrimoine de notre village, et il permettra aussi d'attirer un peu plus. Alors il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses qui sont en cours. On en parlera le moment venu, parce que c'est vrai qu'il y a un travail de réflexion qui est mené avec les services du patrimoine. Et on aura l'occasion d'en discuter ensemble, je pense, ultérieurement. Mais on commence par ça parce que c'est quelque chose déjà qui existe et qui a un vrai impact auprès du public. En termes d'achat et revente, on est à l'équilibre. Oui, vu le prix des productions, on ne fait pas ça pour perdre de l'argent, c'est un plus. C'est pas quelque chose qui nécessite de perdre de l'argent, mais voilà, ça ne sera pas non plus, c'est pas ce qui va nous rendre richissimes, mais ça permet au moins d'avoir de l'attractivité. Et puis le fait que les enfants ou les adultes puissent garder un souvenir, ça rejoint aussi un peu le tourisme. Et c'est vrai que même si, et je l'ai dit déjà, on n'est pas hyper bien en termes de politique de tourisme, on y travaillera le moment venu. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, et on a pu déjà l'évoquer, il faut déjà avoir structurellement un village qui soit bien attrayant pour pouvoir après travailler sur le fait d'y faire venir des gens et de pouvoir éventuellement aussi les loger et de les nourrir et tout est quanti. Donc je veux dire, on va y travailler dessus, effectivement, on veut faire les choses dans l'ordre pour ne pas aller plus vite que la musique, mais on y travaillera. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Chabanon? Quelle est la taille de la hache? Ça peut m'intéresser. 14 cm. On va aller voir en musique. 14 cm. Je vais aller l'acheter. Je vous propose que nous la Elle est pas testions chère. C'est pas la peine de le mettre au compte rendu. C'est noté. Monsieur Chabanon s'interroge sur la taille des On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 15. Il s'agit de la signature d'un avenant à la convention entre la commune de Velot et la SPA de Salon de Provence pour la capture des animaux errants, blessés, décédés, dangereux, de mauvaise humeur. Et je vais laisser la parole à Madame Alexandra Edesheim, qui est adjointe aussi au bien-être animal. Donc aujourd'hui, on a une convention avec la SPA de Salon de Provence jusqu'au 31 décembre 2022 sur l'accueil des animaux en fourrière pour un montant de 0,98 centimes d'euros TTC par an par habitant.
On a aussi à ce jour une convention avec une autre société pour la capture, le ramassage et le transport des animaux errants ou dangereux sur la voie publique, le ramassage des cadavres et le transport vers la SPA de Salon de Provence. Et aujourd'hui, ces prestations peuvent être assurées par la SPA de Salon de Provence pour un coût inférieur à ce qu'on payait jusqu'à maintenant. Donc comme on dispose déjà d'une convention de fourrière avec la société, avec la SPA de Salon de Provence, un avenant à la convention doit être signé pour la capture, le transport et la prise en charge des animaux en divagation, blessés, dangereux ou décédés. L'avenant est conclu pour une période d'1 an entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, période correspondant à la 3e année de l'exécution de la convention principale de fourrière animale. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur l'approbation de l'avenant à la convention avec la SPA telle qu'annexée, l'autorisation donnée à monsieur le maire à la signer. On a eu l'occasion de s'y rendre régulièrement en salon et c'est vrai qu'il y a une très très bonne dynamique. Des gens qui ont vraiment envie de nous apporter leurs compétences et en plus d'une manière plus intéressante que ce qui était fait avant. Est-ce que vous avez des questions ? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour ? Non. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Allez, unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 17, il s'agit de l'adhésion à la... 16 d'abord, si tu veux bien. Non. Ah ouais, je la retire. Voilà. Rapport numéro 16, il s'agit de l'adhésion de la commune au secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles à SPPPI pour l'année 2022, versement d'une cotisation annuelle et désignation des représentants de la commune. Je laisse la parole à Madame Edesheim. Le S3PI PACA est un outil de dialogue et de concertation pour la prévention des pollutions, des risques industriels et de leurs impacts sur l'environnement et la santé sur la région PACA. Créé il y a 40 ans sur le territoire fortement industrialisé de Fos-sur-Mer, son expérience profite aujourd'hui à toute la région. Grâce à son fonctionnement collégial, tous les acteurs contribuent à mutualiser les savoirs et identifier les attentes. Un S3PI a pour objectif de traiter des questions d'environnement industriel, c'est-à-dire de toutes les activités générées par l'industrie pouvant être facteurs de risques et de nuisances pour les hommes, les biens et les milieux naturels, qu'il s'agisse de risques à court, moyen ou long terme. Le S3PI a pour vocation de constituer un cadre d'échange et de contribuer à la concertation locale entre les différents acteurs à travers deux principaux types d'actions, la réalisation d'études et la mise en place d'actions concrètes destinées à répondre aux préoccupations locales particulières qui ne sont pas prises en compte par les dispositifs réglementaires existants ou qui permettent d'en améliorer leur efficacité, le partage d'informations, la diffusion de connaissances et le partage des bonnes pratiques dans les domaines sur lesquels il porte sa réflexion. Il favorise l'émergence d'objectifs et une culture partagée de la sécurité et du développement durable entre les acteurs, en respectant la diversité des représentations et des avis, et il facilite l'accès des citoyens, collectivités, représentants des administrations, responsables d'entreprises et salariés aux connaissances techniques et scientifiques qui fondent ces réflexions et décisions. Une association de gestion du S3PI, GES S3PI, a été créée le 25 octobre 2012 et permet la gestion, l'organisation et le fonctionnement du S3PI sur la base des orientations et des décisions arrêtées par le bureau et le conseil d'orientation du S3PI PACA. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur l'adhésion de la commune de Velot au GES S3PI à compter de 2022. Pour information, la cotisation 2021 s'élève à 412 €. L'autorisation donnée au maire à entreprendre toutes les formalités administratives et financières relatives à cette adhésion. La désignation en tant que représentant titulaire de moi-même et représentant suppléant M. Christophe Ollier pour siéger au sein des instances du GES S3PI. Il y a des questions ? Je pense que je ne vais pas vous apprendre de quoi il s'agit. C'est aussi en lien avec notre engagement à être présent dans ce domaine-là en matière de tout ce qui est pollution industrielle. Voilà, c'est une adhésion qui nous paraît logique, même si tout ne s'arrête pas à ça. Mais en tout cas, il vaut mieux y être que de regarder de l'extérieur et de ne pas savoir. Je vous ferai un petit point, alors là c'est pas le moment parce qu'on a un ordre du jour très chargé, mais je vous ferai à l'occasion un point qui est très intéressant sur ce qui se passe au JPREB en ce moment, en matière de sauvegarde et d'action en lien sur les temps de berre. Il y a des choses très intéressantes qui se passent en ce moment et si vous le voulez bien, ça mérite, j'imagine que vous en êtes curieux,
ça mérite de faire un point un peu spécifique pour qu'on apprécie ensemble, même si peut-être vous le savez déjà, pas mal de choses qui se passent en ce moment en termes de préservation de l'étang de Berre et d'accord avec les gens qui travaillent sur le pourtour de l'étang de Berre. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport 16 est adopté. Dans la série, le rapport numéro 17 qui parle d'une adhésion à l'agence d'urbanisme Pays d'Aix-Durance LOPA et de versement d'une cotisation annuelle et d'une désignation de représentants de la commune. Je laisse Mme Edelsheim vous en parler. L'article L132.6 du Code de l'urbanisme énonce « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer avec l'État et les établissements publics ou d'autres organismes qui contribuent à l'aménagement et au développement de leur territoire des organismes de réflexion et d'études et d'accompagnement des politiques publiques appelées agences d'urbanisme. » Donc c'est de ça qu'on parle quand on parle de l'OPA, qui est une association régie par la loi 1901 et d'autres articles, et qui a son siège à Aix-en-Provence. Les membres de l'OPA sont l'État, les chambres consulaires, la métropole Aix-Marseille-Provence, la communauté d'agglomération Durance-Luberon-Verdon agglomération, la communauté d'agglomération Provence-Alpes-Agglomération, la communauté d'agglomération Gap-Talard-Durance, Arles-Cros-Camargue-Montagnette, la communauté de communes du Sisto René-Buèche, le PETR du Pays d'Arles et 30 communes membres de ces EPCI. Les missions de l'OPA sont les suivantes: aider la mise en œuvre d'un développement durable des territoires, aider l'élaboration des projets de territoire, aider la mise en cohérence des politiques sectorielles en s'appuyant sur une connaissance organisée et en développant des partenariats. Ces actions, études, observations, analyses, recherches ou réflexions sont menées en toute indépendance et dans l'intérêt commun de l'ensemble de ses membres, dans l'esprit de l'article L110 du Code de l'urbanisme. Une adhésion annuelle reconduite tacitement permettrait donc à notre commune d'obtenir un appui technique dans nos réflexions en matière d'urbanisme et de développement durable au regard des enjeux d'aménagement. La contribution financière annuelle de notre commune pour son adhésion à l'OPA est de 1 000 €, donnant accès aux observatoires, supports et conseils dans les domaines de compétences de l'agence. Tout programme de travail spécifique à la demande de la commune fera l'objet d'une convention ad hoc entre les deux parties. En conséquence, entendu cet exposé, le conseil municipal est invité à se prononcer sur l'approbation de l'adhésion de la commune au sein de l'OPA à compter de 2022, l'autorisation donnée au maire à entreprendre toutes les formalités administratives et financières relatives à cette adhésion, et on doit aussi faire un vote à main levée pour désigner le représentant titulaire et le représentant suppléant pour siéger à l'OPA. On fait comment? On fait d'abord le vote. Très bien. Donc, vous voyez toutes ces adhésions en fait, elles ont un sens. Elles vont nous permettre de travailler en fait avec le maximum d'institutions et d'entités qui vont nous permettre de vraiment réfléchir sur des thématiques qui nous sont très chères. Je vous parlais tout à l'heure, quand on parlait de la loi SRU et des logements sociaux, je vous parlais des problèmes de mobilité. On est tout à fait conscient de l'importance et même du côté capital de la gestion des mobilités à laquelle nous allons devoir faire face dans les années qui viennent. On ne peut pas prendre des décisions en matière de logement, de construction de logements sociaux, même si on sait, et je vous l'ai rappelé tout à l'heure, que financièrement, il fallait on ne pouvait pas dévier quand même de ce besoin qu'on a de développer nos logements sociaux, parce que financièrement on n'arriverait pas à faire face sinon. Mais derrière tout ça, ça ne peut pas être entendu si on n'arrive pas à proposer un vrai projet en lien avec la mobilité. Aujourd'hui, la décision qui est prise, et on va encore une fois communiquer là-dessus de manière un peu plus approfondie à partir de la rentrée, c'est tout simplement de faire un vrai effort en embauchant une chargée de mission qui va venir sur une mission de 6 mois dans un premier temps pour travailler sur une véritable analyse de nos problématiques de mobilité à la fois sur le territoire voloxien, mais aussi sur le bassin de vie
et notamment sur ce qu'on pourrait appeler cette espèce de tronçon de traversée quotidienne entre Vintabrin, Rognac, Velot, pour simplifier les choses, parce qu'elles sont un peu plus complexes que ça, mais en gros c'est quand même ça. Et aujourd'hui on ne peut pas faire, même dans une période économiquement instable, on ne peut pas faire l'économie d'un vrai travail et d'une vraie analyse de nos problématiques qui aujourd'hui sont pas assez pris en charge par les grandes instances, que sont la métropole et l'État, pour pouvoir faire ce travail nous-mêmes. Donc j'en ai parlé aussi à l'échelle du territoire, j'en ai parlé à mes collègues maires de Vintabrin, Coudoux, Lafare et Rognac, et ils sont d'accord, on va travailler là-dessus. Donc les premiers contacts ont été pris entre nos DGS, nos directeurs généraux des services et bientôt de nos DST, de nos directeurs services techniques, pour faire un vrai travail d'échange régulier sur là où on en est, chacun de notre côté. Je vous le dis honnêtement, je vais être très sincère, aujourd'hui on n'est pas les plus en avance là-dessus, loin de là, mais il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Donc on avait dit qu'on travaillerait sur la mobilité, j'en ai fait aussi mon cheval de bataille pendant la campagne des départementales, où j'avais dit que le problème de la mobilité sur le territoire de bassin de vie serait quelque chose de primordial. Donc c'est quelque chose qu'on va commencer à mettre en œuvre. Pour ceci, on va se faire accompagner. On va bien entendu se servir de l'OPA qui travaille aussi là-dessus, et de tous les porteurs et les intelligences qui pourront nous permettre de travailler sur un vrai projet. Bien entendu, ce projet va se traiter de plein de manières différentes. Il y a bien entendu la mobilité douce, la mobilité, les pistes cyclables, les pistes protégées, les aires de covoiturage, les applications de covoiturage, la réétude des transports en commun sur notre bassin de vie, qui aujourd'hui, parfois j'ai des remontées de certaines personnes, il y a des soucis, il faut qu'on y travaille en niveau scolaire, à plein de niveaux. C'est quelque chose qui ne pourra se travailler que sur tous ces aspects-là. Donc on va travailler là-dessus. Il va y avoir sûrement un copil qui sera à la fois un copil communal, mais qui rejoindra aussi un copil qui sera intercommunal pour avancer là-dessus. Je pense que dès la rentrée, dès février, on organisera une table ronde avec les maires de notre bassin de vie pour pouvoir échanger et valider des décisions qu'on espère tous être significatives pour avancer là-dessus. Il faut absolument que dans les 2 ans, 3 ans qui viennent, on puisse proposer un vrai projet de mobilité. Alors je ne dis pas qu'on est des magiciens, il y a des choses qui nous dépassent, je vous le dis clairement. Le projet métropolitain de l'État de déplacement, il faut arrêter d'imaginer de vivre dans l'utopie que les gares elles vont rouvrir à vélo et toutes ces choses-là. Il y a aujourd'hui des grands axes qui sont définis. On y travaillera aussi avec les représentants de la métropole, parce qu'il faudra qu'on travaille avec eux. On y travaillera avec nos sénateurs et nos députés, parce qu'ils défendront aussi le beefsteak avec nous, parce que c'est très important, et on va profiter que politiquement il y ait des enjeux, il y ait des échéances pour pouvoir faire en sorte que tout le monde soit partant là-dedans. Et puis quand on arrivera à définir un projet commun, on verra de quelle manière on peut essayer de le financer nous-mêmes, et ça voudra dire qu'il y aura aussi un effort de guerre à fournir de notre part, mais il faudra qu'il y ait aussi des subventions, des cofinancements, et on va partir aussi à la recherche de tous ces financements. Il faut absolument, vu que moi, le plus humblement possible, je vous dis qu'on ne pourra pas passer à côté d'un certain développement au niveau des projets qu'il peut y avoir sur notre territoire, mais on ne pourra le faire que si on peut proposer un véritable projet de mobilité. On va tout faire pour y arriver, on le fera ensemble. Il y aura forcément dans le plan de charge qui a été établi avec les personnes qui vont venir travailler avec nous, la démarche, la concertation citoyenne fera bien entendu partie de ce projet qu'on va mettre en œuvre, donc on le fera avec vous aussi. On a tous à y gagner tous ensemble, de toute façon on a autant à y perdre tous ensemble, donc on n'est pas condamnés, mais on va le faire tous ensemble. Voilà. Donc le rapport 17, bien entendu, c'est déjà un premier geste et un premier lien tendu avec des gens qui vont nous aider à travailler sur ces projets-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors dans ce cas-là, je vais proposer donc à la fois l'adhésion, le fait de me donner l'autorisation d'entreprendre des formalités administratives et financières, et puis par un vote à main levée, je vais vous proposer la nomination de Alexandra et de Saïm et de Chris Ollier, tout simplement parce que ce sont eux qui sont en charge de tout ce qui est en question transition et aussi mobilité, avec Chris Ollier qui nous rejoint. Donc je vous propose un vote à main levée. Qui est contre ?
Qui s'abstient? Donc le rapport numéro 17 est adopté. Encore une fois, je peux vous garantir qu'il y aura de la concertation parce que ce projet-là, il n'est pas qu'un projet intercommunal, il est aussi un projet entre les différents quartiers du village et les problématiques ne sont pas les mêmes suivant qu'on habite au hameau, sur la colline ou au vieux village. Donc il faudra vraiment qu'il y ait ce travail fait. Je vous remercie. Alors oui, je peux quand même vous remercier. Alors, rapport numéro 18, retrait de la délibération et vœux de délégués communaux au syndicat d'aménagement du bassin de l'Arc du Sabbat. On avait en fait délibéré en nommant des personnes et en fait on a reçu un courrier au niveau de la préfecture, c'est ça, en nous disant que c'était pas à nous de nommer mais qu'on pouvait proposer et c'est eux qui nommeraient, c'est ça. Donc on retire la précédente délibération et on va faire donc des vœux qui tombent bien en cette période de Noël. Donc je propose par cette délibération de désigner des délégués communaux au syndicat d'aménagement du bassin de l'Arc. Le vœu que soit désigné par la métropole comme représentant de la commune au comité syndical du Sabbat, moi-même, Yannick Guérin, comme délégué titulaire et pour suppléant M. Bruno Rousseau. Est-ce qu'il y a des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, le rapport 19 est adopté. Le 18, excusez-moi. Rapport numéro 19, donner acte des décisions du maire. Les dispositions de l'article L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales imposent au maire de rendre compte au conseil municipal des décisions qu'il a été amené à prendre dans le cadre de délégation d'attribution accordée par l'Assemblée délibérante en vertu de l'article L 2122-22. Ainsi, le conseil municipal est invité à prendre connaissance des décisions qui ont été prises depuis la dernière liste arrêtée et présentée au dernier conseil en vertu de la délégation consentie à monsieur le maire par délibération numéro 07-07-20 du 24-07-20. Donc on parle de marché à procédure adaptée, le renouvellement de contrat d'assurance dommage aux biens à compter de 2022, de dons de matériel fait à la commune par une association. En termes d'urbanisme, il s'agit d'un contentieux d'urbanisme avec la SCI Diamant en désignation avocat. Alors là, on parle du bâtiment, je crois que le propriétaire c'est monsieur Amar. Et il n'y a plus de bâtiment. Voilà, donc monsieur Amar avait pris les devants en éliminant le bâtiment. Mais comme il voulait reconstruire et construire des choses qu'il n'avait pas le droit de reconstruire, le service urbanisme s'y est opposé. Il y a eu une procédure judiciaire et nous avons gagné. Et donc je crois même qu'il y a combien, 5 000 euros 5 000 euros de dommages qui vont probablement à peine combler ce que ça va nous coûter en procédure, quoi. Mais en tout cas c'est important parce que c'est pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, même si on n'est jamais sûr que tout soit fini, c'était quand même un terrain, vous voyez, où il se situe après la CIF ou avant. C'était où il y avait à l'époque des campements de Rome quand il y avait eu... Après la zone de la Verdière, voilà. à gauche. Enfin, ça dépend de quel côté. En haut, le bâtiment, là où il y avait une ferme. Ancienne ferme. Voilà, donc c'est juste à la limite de... C'est un sujet très tendu. Quand on est parti en contentieux, je pensais que, voilà, alors après, encore une fois, on n'est jamais sûr de rien, parce qu'il peut y avoir des appels ou ce genre de choses, je ne sais pas de ce projet-là. Quand même compliqué là. Voilà, là ça sera compliqué quand même, donc je pense que voilà, a priori on peut se sortir une petite épine du pied, même si on n'est jamais sûr de rien, mais c'en était une en tout cas. Il y a après les attributions de concession de columbarium, et au niveau de la culture, une convention de mise à disposition de l'espace bar à l'association Alternative Vélo pendant la saison culturelle. Voilà, dans le temps, dans l'attribution et le fait de tenir ce bar, on nous a reproché parfois, à juste titre, d'être un petit peu borderline dans la manière de le gérer. Donc tout ce travail-là, cette convention, elle est faite pour que justement on se rapproche et qu'on se mette bien dans les clous. Et je rappelle aussi que cet espace B, qui n'est pas simplement l'Alter Café, mais qui est l'espace B de l'espace Nova, qui fait partie quand même du projet de tiers-lieu.
sera un lieu qui va être prêté à partir de la rentrée pour des associations voloxiennes qui pourront tenir le bar et qui pourront faire des actions en termes culturels, de musique principalement, mais il y aura d'autres projets aussi qui seront en lien avec cet espace qui sera ouvert du coup à différents publics. Chose qui nous a aussi été reprochée dans le temps, que nous avons nous avons totalement intégré, et c'était dans notre projet de pouvoir l'ouvrir et de faire des choses un peu plus pour tout le monde, que ça ne soit pas un lieu trop fermé. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela? Voilà, je vous remercie, il n'y a pas de vote, puisque c'est une donnée acte de décision. Je vais vous proposer de passer aux questions. Question de l'opposition, Ensemble avec Passion. Monsieur Philippe Chabanon nous interpelle pour nous dire que de nombreux Voloxiens nous font part de leur sentiment que Volo perd son âme, devient triste, que toutes les animations disparaissent, alors qu'elles continuent dans les villages alentours. Que pouvez-vous leur promettre pour 2022? Alors, on n'est pas en période électorale, monsieur Chabanon, donc je ne vais pas promettre, mais je vais vous répondre un peu sur le même ton. Et je vais vous dire que de nombreux Voloxiens nous font justement part de leurs sentiments, que Volo a retrouvé son âme de village avec des animations régulières, malgré la période compliquée liée au Covid. Vous voyez qu'ils ont un peu plus de nuances. Il y a eu plus de 11 concerts durant l'été, ce qui n'était jamais arrivé. En septembre, le Forum des associations, la foire économique, a fait plus de 1000 entrées, qui a été reconnue à l'échelle du territoire, de par tous les porteurs économiques, qui étaient d'ailleurs présents. La fête du patrimoine, l'accueil des nouveaux arrivants. En octobre, la réouverture de l'espace Nova de Velo, avec le spectacle de danse Carmen, qui, pour rappel, a été aussi reconnu comme une vraie réussite, puisque c'est aujourd'hui, parmi tous les salles de spectacle à les meilleures entrées. Puisqu'on peut imaginer, et c'est ce qui nous a été fait comme retour, la plupart des salles de spectacle aux alentours ont énormément de mal à remplir. Je ne vous dirai pas qu'on remplit comme à nos plus beaux jours, mais le travail de remplissage et le fait que beaucoup de gens connaissent un peu la politique de programmation fait qu'aujourd'hui, ce sont des spectacles qui sont quasiment 3/4 remplis. Et j'en veux pour preuve le spectacle de Peter Pan qui a eu lieu, même si payant, contrairement à d'autres communes, comme j'ai pu le voir sur les réseaux sociaux, il a fait complet. Et il a fallu qu'on qu'on pousse les fauteuils pour que tout le monde puisse entrer. En octobre, donc la réouverture avec le spectacle Carmen, les pièces de théâtre Tout bascule, puis Double jeu de l'amour et du hasard. En novembre, Poil de carotte et Patrick Timsit. En décembre, Le monde de Peter Pan, une fête des illuminations en partenariat avec le Téléthon, qui a connu, je crois, un beau succès sur le premier soir. Je vous avouerai que le deuxième a été beaucoup plus dur en termes de Téléthon. Il faut dire que la météo n'a pas été très clémente et que ça a été très compliqué, mais en tout cas, ceux qui étaient là ont passé une très belle journée et on a des très bons retours de ce côté-là. Et il y a aussi le spectacle Speakeasy qui doit avoir lieu. 2022 sera également bien chargé puisque l'espace B dont je vous parlais tout à l'heure ouvrira ses portes le 14 janvier et s'en suivront une multitude de spectacles à Nova jusqu'à l'été, la fête de la famille, les assises de l'alimentation, le tout en lien avec le tissu associatif, les écoles et les entreprises. J'ai bien entendu essayer d'avoir un ton à peu près similaire et je sais très bien que la période est compliquée et que bien entendu l'animation de notre village, de notre beau village n'est pas aisée, elle est même très compliquée. Je n'ai pas parlé des projets pour l'instant en tant qu'ils sont encore maintenus, de repas pour les anciens. Je ne parlerai pas des vœux du maire parce qu'il y a encore trop d'incertitudes sur ce qui pourrait se passer. En tout cas, je peux vous dire qu'on essaye de faire un maximum pour que le village soit dynamique. J'imagine qu'il n'est pas le panorama n'est pas aussi sombre que celui que vous évoquez. Et puis je vous dirais que moi, tout ce que je vous annonce ici, j'ai des chiffres derrière. Voilà, donc j'entends qu'on ne peut pas répondre à toutes les envies et à tous les désirs. Mais il faut être un peu plus, je pense, modéré dans l'analyse. Je pense qu'on n'est pas des vilains petits canards. Et il y a beaucoup de gens autour de Velo qui nous disent qu'ils se sont régalés cet été pendant les mercredis du Parvis et qu'il y a beaucoup de gens qui venaient de l'extérieur pour voir les spectacles.
Et voilà, on n'est pas si mauvais que ça. Voilà, on peut toujours s'améliorer, mais on n'est pas si mauvais que ça. Sur la question numéro 2 d'Anne Pevrel. Le collectif Débarrasse ton impasse nettoie régulièrement la zone située vers Aldi et constate malheureusement que les mégots de cigarettes sont toujours aussi nombreux au sol. N'y aurait-il pas moyen d'installer dans certains endroits stratégiques de vélo des cendriers fixes, comme on l'a fait pour les distributeurs de sacs à crottes? Alors, c'est vrai qu'on a fait un effort sur les poubelles pour chiens. C'est difficile d'avoir vraiment de se dire si c'est une réussite absolue. En tout cas, ça a le mérite d'exister, d'inciter un peu les gens à s'en servir. C'est pas toujours le cas malheureusement. On va continuer dans cette direction. Effectivement, on a eu acheté un cendrier ludique qui est sous forme de vote avec des questions. C'était un premier essai, on le met quand on fait nos manifestations pour inciter les gens à s'en servir. On va probablement en inscrire d'autres, peut-être pas les mêmes, mais dans le même esprit sur nos budgets futurs. Voilà, il y a un vrai travail là-dessus. La zone dont on parle, j'imagine que c'est la zone d'Aldi. Alors j'ai eu la chance ou la malchance, mais la chance au niveau humain et la malchance parce que j'ai fait les constats les mêmes que vous en faisant des Débarrasse ton impasse justement dans le quartier de Aldi et notamment derrière là où il y a les zones d'apport. J'ai fait un courrier directement aux responsables de Aldi pour leur dire que pour nous c'était inconcevable d'avoir des cendriers pour le coup accrochés au mur et d'avoir les mégots jetés par terre. Donc j'ai fait ce rapprochement quand ils sont venus nous voir pour d'autres raisons. C'est la première chose que j'ai évoquée avec eux. Par contre, si vous me dites que ça continue, on refera un rappel. Je vous rappelle quand même que c'est une zone qui est privée, donc on n'a pas le droit théoriquement d'y implanter ce genre d'outils. J'ai d'ailleurs je ferai un petit retour, c'est vrai que pendant la campagne électorale, votre équipe avait installé un cendrier à cet endroit-là. C'était un peu votre QG, donc c'était bien de marquer le territoire. Et c'est vrai que derrière il a disparu et c'est dommage. Donc je vous avoue que quand j'avais vu la démarche était quand j'ai vu ce que vous aviez fait, je vais être clair avec vous, j'ai marronné. J'aurais aimé avoir cette idée-là avant que vous. Donc, il faut savoir reconnaître les choses. La mienne, monsieur le maire. Nous avons la même humilité. J'ai laissé un doigt, mais c'est pas grave. Ah, d'accord, ok. Bon, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, bien entendu, on va continuer à aller dans ce sens-là, mais en respectant le juridique, on ne peut pas faire ce qu'on veut, en incitant. Il est quand même notable de voir que sur ce coin-là, il y a quand même une évolution. Il y a des commerçants qui sont en train de travailler pour rendre plus joli le coin. Voilà, il y a quand même un vrai effort et nous, on est là pour l'accompagner. Donc, on sera là pour le faire et notamment en ce qui concerne les cendriers. On va passer à la question numéro 3 de monsieur Didier Debarge. Ça fait 2 fois qu'il nous pose des questions mais qu'il n'est pas là pour entendre des réponses. C'est un peu gênant quand même. Oui, mais j'en suis tout à fait... je suis rassuré sur ce fait, Chadin. Donc, monsieur Didier Debarge, pareil, me dit ceci. Beaucoup de nos concitoyens se plaignent d'incivilité, de vol, de cambriolage et d'effraction de voitures, de siphonnage de carburant. Quelles sont les dispositions prises par la mairie pour protéger les Voloxiens? Alors, moi je vais vous répondre que beaucoup de nos concitoyens félicitent nos services pour le travail réalisé par l'APM notamment. J'en veux pour preuve les chiffres qui sont communiqués, alors là on parle de chiffres, par la gendarmerie, qui attestent d'une nette diminution des vols et cambriolages de l'ordre de 20% en 2021. En sachant qu'il ne compare pas les chiffres à 2019, puisque 2019 était à 2020, puisque c'était une bien repris là. C'est le vent de la fête. Mais c'est vrai, donc ils ne sont pas comparés effectivement à 2020, puisque la situation était particulière et on était un peu moins impacté en termes de vol et compagnie, mais bien par rapport à 2019, car ils sont plus représentatifs en raison du confinement. Donc le sentiment d'insécurité que vous rapportez, il n'est pas tout à fait en corrélation avec la réalité, même si, bien entendu, le risque zéro en termes d'incivilité, de vol et de délinquance, il n'existe pas, il n'existe nulle part.
moi je peux vous dire que j'ai rendez-vous assez régulièrement avec les services de la gendarmerie, aussi des rencontres entre la gendarmerie, la PM et les voisins. Alors c'est plus les voisins vigilants maintenant, c'est la participation citoyenne, c'est vrai que c'est plus joli. Et c'est vrai que tout ce qui s'est dit lors de ces instances-là, c'est que-effectivement, Velot est, alors pour le coup, on parle des villages autour, et le village où la délinquance et les actes de malveillance sont de loin les moins nombreux. Encore une fois, il ne faut pas s'endormir sur des lauriers. Ça tient aussi de l'installation, avec des tranches qui ont été faites d'installation des caméras sur Velot, et là je rends encore une fois hommage à mon prédécesseur qui a mis des vrais moyens pour développer des caméras de qualité. Alors il y a des problèmes d'adéquation entre les vieux matériels et les nouveaux matériels avec l'installation de la fibre sur lequel on va investir aussi pour relier la gendarmerie à la police municipale par les différents bâtiments pour avoir la meilleure qualité au niveau des caméras et de la surveillance. On continue dans ce sens, mais voilà, encore une fois, il ne faut pas tomber dans le catastrophisme en disant tout est noir, tout est perdu. Voilà, bien entendu que la période est contraignante, mais voilà, il y a aussi des choses qui sont plus positives que ce qu'on pourrait, mais en même temps, il ne faut pas s'endormir là-dessus, il faut continuer à travailler, et je peux vous garantir qu'on bosse là-dessus. Et qu'on fait attention à tout ça. Excusez-moi, le chiffre de moins 20%, c'est entre 2019 et 2021 ? Oui, c'est ça. C'est pas terminé d'ailleurs, 2021. Non mais c'était de date à date. De date à date, d'accord. C'est sur quoi? C'est sur globalement Oui. Si vous voulez, on fera parvenir les chiffres qu'on a un peu plus. Alors c'est pas non plus, ils peuvent pas nous donner. Ils peuvent pas nous donner tout. Ils n'ont pas le droit de nous donner tous les chiffres. Mais par contre, quand ils viennent nous rencontrer, ils nous disent et ils n'ont aucun intérêt à nous raconter des bobards puisqu'ils travaillent avec nous et ils avancent là-dessus. D'ailleurs, ils nous présentent tous les chiffres sur lesquels ils doivent, c'est-à-dire sur lesquels ils travaillent, c'est-à-dire Lafare, Coudoux, enfin tout ce territoire-là. Donc toutes les années, ils nous présentent les chiffres, effectivement, nous sommes bien placés. Après, on pourra toujours se dire de remettre en cause, mais encore une fois, moi je m'appuie sur des gens qui savent, des compétences, et je ne peux pas sans arrêt, je suis obligé de m'appuyer sur du concret. Et encore une fois, on ne s'arrête pas à ça. Je vais passer à la question de M. Chabanon. Est-il envisageable de faire écrire sur le fronton de la mairie Liberté, Égalité, Fraternité? Alors c'est vrai que c'était dans votre programme, je m'en souviens. Ça y était dedans. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. D'ailleurs, pour le faire dans le cadre d'une politique participative, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler avec les EAC, donc avec l'éducation artistique et culturelle avec les écoles, et avec des associations qui travaillent sur comment dire, de la décoration contemporaine de type street art, mais de manière, voilà, on n'est pas sur du tag, on est sur quelque chose qui va au-delà de ça. Et bien entendu, il n'y aura rien qui sera fait sans être sûr que ça corresponde à l'esthétique du village. Mais il va y avoir un travail avec les écoles, notamment pour différents types de décoration de murales, notamment à l'intérieur de la mairie. Et on peut imaginer que la thématique liberté, égalité, fraternité fera entre autres partie des thèmes sur lesquels il y aura un travail de fait à la fois avec les écoles, mais avec des artistes, avec des collectifs, et on prévoit ça d'ici l'année prochaine. C'est ça, de l'année prochaine, c'est ça? Oui. Ça sera en lien avec une thématique, comme il y a chaque année au niveau de la culture et des écoles, sur la réappropriation de l'art sur voilà. Voilà, donc en gros, on y travaille, on le fera, et voilà. C'est une bonne idée. Madame Anne Pevrel, Velot est très embouteillé et de nouveaux ensembles de logements sont en construction. Quel est le plan de la mairie en lien avec les collectivités pour anticiper l'accélération des désordres de circulation et y remédier? Est-ce qu'on peut imaginer que ce que je vous ai dit tout à l'heure est un début, quand même, plus qu'un début de réponse à ce que vous nous avez dit? Madame Merle, nous sommes en pleine 5e vague. Velot est très concerné.
et il n'y a toujours pas de purificateur d'air dans les écoles. Oui, n'est-ce pas une urgence sanitaire pour les vagues suivantes? Donc, effectivement, nous sommes en pleine 5e vague. Et effectivement, Velo est très concerné. J'ai eu des appels de l'ARS. Nos chiffres ne sont pas très bons, mais ils ne le sont pas sur le bassin de vie. Nous avons à partir de la semaine prochaine... et bien voilà, on a une petite... Alors, elle doit être difficile à voir de loin. Voilà, il y a une campagne gratuite de tests antigéniques qui va avoir lieu le 14 de 10h à 16h à la maison pour tous. Parce que, voilà, avec de la sensibilisation, parce que effectivement aujourd'hui c'est assez compliqué et il faut essayer d'initier des actions comme ça. Voilà, effectivement vous avez raison. Alors en ce qui concerne les purificateurs d'air dans les écoles, dans le protocole de l'éducation nationale qui est établi l'été dernier, les purificateurs d'air, ils ne sont pas conseillés. Aucune étude n'a montré leur efficacité. En revanche, le protocole éducation nationale, il indique la possibilité de mettre en place des capteurs de CO2, vu que ces capteurs permettent d'alerter si le niveau de CO2 est trop élevé dans l'air et incitent à aérer. Donc en concertation toujours avec les directrices d'école, ces capteurs de CO2 n'ont pas été achetés. En effet, des contrôles réglementaires ont été effectués en octobre 2018 et campagne d'été aussi, et en mars 2019 durant la campagne d'hiver dans les 4 écoles. Ces 4 rapports font état d'une complète conformité au niveau de la qualité de l'air. Ainsi, l'action à réaliser n'est pas technique mais humaine, avec le respect de l'aération des salles de classe. Une organisation humaine entre les personnes intervenant pour l'entretien des bâtiments, les enseignants, les agents communaux a été faite de manière pragmatique, en tout cas la plus possible, pour trouver une solution qui convienne à tout le monde. Eh bien, je crois que j'en ai terminé. Si vous ne me dites pas. Les questions, Alors, les questions, je suis désolé, on les a reçues à quelle heure hier? Ce matin. Hier soir à 21h. Hier soir à 21h. Vous n'aviez pas pris celle de la dernière fois, elle n'avait pas été prise en compte? Ah, mais elle n'avait pas été envoyée la dernière fois. Ah, on m'avait dit que oui, donc... Non, on a eu... Non, mais honnêtement, c'est pas dans nos habitudes, mais c'est vrai que là, on essaie de respecter ça, parce qu'entre la mise en place, la réponse aux questions, le travail qui est fait et l'organisation, si on ne respecte pas juste un minimum, on est vraiment dedans, quoi. Donc, on le remettra à l'ordre du jour, de toute manière. Non, vous inquiétez pas, Vous en trouverez d'autres. J'ai un vivier. Il me reste à vous remercier d'être venu. Vous souhaitez des très bonnes fêtes. Prenez soin de vous. Merci. Et joyeux Noël. Félix. Je récupère les stylos. Merci à TV Velo d'être toujours là. Et à nos agents d'être là aussi pour faire tourner la machine.